Merci, bonjour. Peut-être c'est un titre un peu provocateur pour en finir avec la notion de ressources génétiques, mais nous verrons que le concept de ressources génétiques, forgé au milieu du XXe siècle, est lui-même une provocation de la nature au sens de Martin Heidegger. Alors je ne suis pas anthropologue, spécialiste des savoirs autochtones, mais historien de la science occidentale. Depuis une dizaine d'années, mon travail vise une sorte d'anthropologie historique de la rationalité de la génétique moderne, de sa quête de la pureté, sa conception de l'excellence, sa vision de ce qui relie et ce qui sépare les organismes entre eux et avec leur environnement, et son attribution aux gènes de propriété, de stabilité, de recombinabilité, d'ordre et de commandement. Alors à partir de là, je voudrais prolonger les réflexions de Marilyn Strathern ce matin sur le passage d'ontologie substantialiste à des ontologies relationnelles, et celle de Philippe Descola contre ce qu'il a appelé l'apartheid conceptuel. Je voudrais situer comme une production culturelle historique, elle aussi tout à fait locale, le concept de ressources génétiques par lequel la génétique se représente la biodiversité cultivée depuis le début du XXe siècle. Alors, il s'agit en quelque sorte d'ethnologiser les savoirs de la génétique moderne afin de lever l'ethnocentrisme dont parlait Philippe Descola, de lever aussi un biais moderniste, ces deux biais qui ont fait obstacle, et le font encore peut-être trop souvent, à l'appréhension de la biodiversité comme trame du vivant, selon le mot du poète antillais Édouard Glissant, comme compagnonnage, au sens de Pierre Lieu-Tanguy, ou comme phénomène indissociablement naturel et culturel. Alors, à Rio, la Convention sur la diversité biologique en 1992 a été une avancée très importante en termes de reconnaissance des droits et des savoirs indigènes, en termes de première pierre vers la reconnaissance dans des textes internationaux d'une vision plus dynamique de la biodiversité comme processus, mais aussi ça a été l'apogée et la cristallisation juridique d'une vision ressourciste de la biodiversité. L'article 1 de la Convention nous dit « Les objectifs sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ces éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et un transfert approprié des techniques pertinentes. » Alors comme l'ont montré notamment Catherine Aubertin, Florence Pinton et Valérie Boisvert dans les marchés de la biodiversité, on a une vision qui est mise en avant ici, qui consiste à dire qu'on va conserver la biodiversité en mettant en marché ces éléments. Et que c'est par une bonne exploitation et mise en marché équitable et efficace que l'on va pouvoir conserver cette biodiversité, sachant que finalement il y a une sorte de deal dans le texte entre la reconnaissance de souveraineté nationale sur les ressources, la reconnaissance par l'article 8J de certains droits pour les communautés autochtones, et d'un autre côté la cristallisation dans une convention environnementale internationale du brevet sur le vivant qui est reconnu explicitement par l'article 16.5 de la Convention, avant même que le texte sur la propriété intellectuelle soit finalisé et validé à l'OMC, c'est les accords APIC. Alors, d'où vient cette conception de la biodiversité comme ressource, comme stock? Si on remonte un peu plus tôt, dans le premier texte international de la FAO qui lance l'alarme sur le recul de la biodiversité cultivée. C'est donc une conférence technique à Rome en 1967 qui nous dit qu'on a des ressources génétiques des plantes qui reculent rapidement et de façon très inquiétante. Vous avez ici en vert tous les passages qui pointent vers l'idée d'une menace. Et le terme d'érosion est intéressant parce qu'il a permis aux biologistes
et aux anthropologues qui étaient conscients de cette perte de diversité cultivée, d'essayer d'inventer une formule qui soit compréhensible et légitime au sein de la FAO, qui s'occupait de questions agricoles, où la question de l'érosion des sols était déjà un problème important depuis l'immédiate après-guerre. Et donc, on a inventé l'idée d'érosion de la biodiversité pour bien faire sentir cette menace. Alors, un deuxième aspect de ce texte, c'est qu'on a vraiment une vision ressourciste, ressources, réserves, stockées dans les variétés primitives qui ont été cultivées depuis des centaines ou des milliers d'années. L'idée de raw materials, de matières premières, et encore plus loin, de ressources biologiques. Donc on a vraiment dans ce texte, qui est le premier texte international sur la question, cette idée que la biodiversité, c'est un ensemble d'entités qui sont statiques, qui ont été cultivées à l'identique depuis des milliers d'années, sans qu'on voit... alors cette vision ressourciste, elle n'est pas nouvelle, et on va la retrouver au début de la botanique, et puis dans sa formalisation par Linné, avec l'idée que l'unité de cette richesse en termes de ressources qu'est la nature, c'est l'espèce. Pour Linné, Dieu a créé autant d'espèces qu'il en existe aujourd'hui. Elles sont parfaitement stables, immuables, et en dessous du niveau spécifique, qui est le seul niveau ontologiquement pertinent pour la botanique, il y a des variations par influence de l'environnement ou par accident, qui sont des variétés, mais qui n'ont pas de valeur botanique. Donc à partir de cette unité ontologique de l'espèce, on va retrouver toute une série de discours ressourcistes qui mettent en avant les richesses des territoires que les puissances européennes sont en train de conquérir au XIXe siècle. Là, je vous ai mis la citation du directeur du Muséum national d'histoire naturelle en 1793, un zoologue, qui lance le cours d'ouverture pour les voyageurs naturalistes, des voyageurs, des colons, des militaires, des médecins de marine, qui vont accompagner les troupes coloniales ou l'entreprise coloniale d'une façon générale, qu'on envoie, qui vont rapporter des échantillons. Et à cette époque, le muséum fait partie de l'appareil colonial français. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Millet-Zwarz ? Il nous dit « Les habitants du Vieux Monde ont les yeux fixés sur ces régions vierges où la nature est si riche et dont les ressources restent cependant sans emploi. C'est avec une vive satisfaction que nous voyons s'affirmer de plus en plus fortement cette conviction qu'il faut augmenter le patrimoine des générations qui nous succéderont en travaillant à l'exploitation des ressources des territoires récemment acquis à la France où dorment les réserves de l'avenir. » Donc on a encore cette idée qu'il y a des réserves inexploitées, que l'expansion coloniale et le génie scientifique de l'homme blanc vont permettre de mettre à jour. Et l'unité fondamentale de ces réserves, c'est l'espèce. Donc on a une vision de la nature comme ressource, c'est-à-dire un matériau inerte, hérité du passé géologique, qui doit être découvert, extrait et transformé par la science, l'industrie, l'entreprise coloniale, pour offrir toute sa valeur à l'humanité. Ça renvoie à l'idée du service public mondial du juriste dont parlait Marie-Angèle Hermite tout à l'heure. Troisième élément qu'on peut tirer du texte de 1967, c'est que dans ce texte, ce n'est pas l'espèce qui est l'unité de la diversité. Le premier mot, c'est genetic resources. Donc, cette fois, au milieu du XXe siècle, l'unité de cette vision ressourciste, c'est le gène ou la variété, donc à un niveau infraspécifique. Et puis, dernière caractéristique, je vais revenir sur ces dernières caractéristiques, ce qui est mis en avant comme les acteurs qui sont légitimes à faire quelque chose face à ce problème de perte de diversité cultivée, ce sont les sélectionneurs, ce sont eux qui sont mis aux avant-postes. Il n'y a pas de mention particulière du rôle des savoirs locaux, des savoirs paysans dans ce texte. Alors, ces trois derniers éléments, la vision de la biodiversité comme stock, à une échelle pertinente qui est celle du gène,
et avec une omission de la production anthropique de cette diversité cultivée par les communautés paysannes. C'est ce que j'appelle le modernisme génétique, qui est tout à fait typique, qui a son apogée au milieu du XXe siècle. Alors on va essayer un petit peu de revenir sur ce modernisme génétique, dont l'unité devient le gène et la variété, et non plus l'espèce, puisque à la fin du XIXe siècle, Darwin a finalement battu en brèche l'idée de fixité des espèces, considéré qu'il n'y avait pas de statut ontologique particulier de l'espèce, que la variation qui crée de nouvelles variétés par l'action des sélectionneurs est tout à fait analogue à l'évolution naturelle qui crée de nouvelles espèces, et il utilise les métaphores et les comparaisons avec le monde des sélectionneurs pour valider ses propositions pour sa théorie de l'évolution. Et la biologie darwinienne du deuxième tiers du XIXe siècle, c'est vraiment une biologie du flux, du continuum, des circulations, avec une vision historique du vivant. Et donc on a une biodiversité flux, une biodiversité tissu qui va reculer au XXe siècle avec l'arrivée de la génétique moderne, où au contraire, on va revenir à une vision presque linéenne, si vous voulez, enfin c'est exagéré, mais on va revenir à l'idée qu'il y a des types fixes qui sont de niveau inférieur à l'espèce, qui sont des lignées pures, ou ce que l'on appellera la petite espèce ou l'espèce jordanienne. Et donc on peut retrouver des invariants dans le vivant, et on revient à une certaine forme de pensée plus typologique, je ne dirais pas fixiste malgré tout, mais beaucoup plus typologique, qui a été d'ailleurs dénoncé par l'historien de la biologie et biologiste Ernst Mayr au début du XXe siècle, une sorte de tournant d'éclipse du darwinisme, comme l'ont écrit certains historiens. Et notamment des sélectionneurs généticiens comme Johansen, qui est l'inventeur de la notion de lignée pure, et Hugo de Vries, qui est un des redécouvreurs des lois de Mendel, vont mettre en avant l'idée que, à l'intérieur d'une espèce ou même d'une variété, on va trouver des centaines de types parfaitement définis, d'un niveau taxonomique inférieur, et que cette diversité de ces petites espèces ou de ces lignées pures constitue la richesse dans laquelle les sélectionneurs doivent puiser. À chaque fois, on met en avant une richesse en même temps qu'on parle de diversité, comme vous le voyez. Ensuite arrive le mendélisme, qui va poser le gène comme l'unité de variation et les allèles comme les briques de la machine du vivant, avec notamment le principal mendélien britannique qui nous dit nous allons pouvoir débrancher le caractère jaune et brancher le caractère vert sur mesure. On peut fabriquer des plantes qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins naines, etc. Le généticien va être dans la même position que le chimiste, et tout ça va rapporter beaucoup d'argent à l'industrie semencière naissante. Donc des promesses qui sont liées à cette vision ressourciste. Alors l'inventeur de la notion, sinon du terme, ressources génétiques, c'est le généticien soviétique Vavilov, qui a justement travaillé avec Bateson en Angleterre, avant d'être le chef de file de la génétique soviétique dans les années 20. Et on voit ici qu'il a mené une centaine d'expéditions pour collecter des ressources génétiques à travers le monde. Et il nous dit que cette entreprise, ce n'est pas juste pour mieux connaître l'histoire du néolithique et de la domestication des plantes cultivées, ni pour le plaisir d'admirer la diversité cultivée, mais de maîtriser le processus historique. Le chercheur cherche à trouver les éléments primaires, les briques et le ciment, à partir desquels on va pouvoir faire les nouvelles variétés modernes. Et donc vous avez l'idée de briques, vous avez l'idée d'éléments primaires, de matière initiale, le tout pour fabriquer des variétés modernes. Donc un projet extrêmement moderniste. On a souvent une mythologie de Vavilov qui est présentée comme le précurseur d'une sensibilité à la biodiversité cultivée, au savoir paysan, en plus victime du lysenkisme à partir des années 30. Mais si on se replace dans les années 20, il est tout un mandarin qui est tout à fait à la tête de la science officielle soviétique. Et dans l'URSS des années 20,
il y a un projet eugéniste, un projet extrêmement moderniste de fabriquer l'homme nouveau, de fabriquer la plante nouvelle, de fabriquer l'animal nouveau qui va construire une Union soviétique puissante. Donc, un projet extrêmement moderniste à ce moment-là. Il y a une autre citation que j'aime bien de lui qui dit, elle n'est pas sur la diapo, « L'ensemble des potentialités variétales initiales du monde et les vastes ressources des espèces sauvages, notamment sous les tropiques, restent intouchés par les investigations. Une maîtrise effective des processus d'évolution ne pourra être réalisée qu'à travers les efforts conjugués d'une collaboration internationale forte et par la levée des barrières empêchant la recherche dans ces régions les plus remarquables du monde. » On sent ici un projet impérial, assez voisin de ce que racontait Marie-Angèle ce matin. On a donc une vision avec des ressources qui sont héritées du passé, mais encore mal connues, situées dans des périphéries géopolitiques et qui sont à mettre à jour par des expéditions scientifiques et à transformer en innovation permettant à l'homme, blanc, éclairé par la science, de maîtriser l'évolution. On est bien dans un imaginaire moderniste et impérial. Alors, le collègue de Vavilov, qui faisait le même travail sur les ressources génétiques animales, Serebrovsky, c'est lui qui a formalisé l'analogie avec les ressources minières et les gisements d'énergie fossile. Il nous dit finalement, il faut penser ces réserves des gènes qui sont présents dans les paysages as a kind of natural resource similar to reserves of oil, gold or metal. Et c'est de là que vient l'expression pool génétique, génophonde en russe, si je prononce bien. Du coup, au moment où, 30 ans plus tard, la FAO met en place des politiques de conservation des ressources génétiques, ça va être vraiment cette approche-là, de concevoir les ressources génétiques un peu à l'équivalent de gisements pétroliers, de choses qu'on va aller prélever, qu'on va stocker dans des collections de banques de gènes ex situ, séparées des systèmes agraires qui les reproduisaient. Et c'est cette vision de la collection, de la conservation ex situ, qui va dominer les politiques internationales de conservation, malgré une petite controverse intéressante qui est étudiée par Mariana Fenzi dans sa thèse, avec déjà des généticiens et écologues qui, dans les années 60-70, proposent des modèles de conservation in situ à la ferme, mais qui vont se retrouver rapidement marginalisés. Et puis, dernier avatar en date, donc après la création de ce qui est aujourd'hui Bioversity International en 1974, qui est vraiment sur ce modèle de conservation ex situ, la création récente, il y a quelques années, de la banque de gènes du Spitsberg à Svalbard, avec des financements internationaux et de la fondation Bill Gates, qui, dans son modèle bunker, illustre vraiment à l'extrême cette conception ressourciste de la diversité. Alors, si on essaye d'analyser les différents éléments de ce paradigme des ressources génétiques, on pourrait dire que donc c'est une conception de la biodiversité comme un stock, comme des ressources qui n'auraient pas de mouvement propre, des ressources, quelque chose qui est sans devenir, et qu'il s'agit de mettre en mouvement par le génie innovant du scientifique, de l'ingénieur, du sélectionneur. On est dans ce qu'on pourrait appeler une ontologie substantialiste, à l'opposé d'un paradigme qui a émergé dans les dernières années avec la montée de la génétique des populations, de la biologie de la conservation, de l'écologie des paysages, où on est passé vers une vision beaucoup plus dynamique de la biodiversité, on revient finalement à la vision darwinienne, the web of life, the inextricable web of life, le vivant comme tissu, le vivant comme processus, la biodiversité comme un flux, donc une ontologie beaucoup plus relationnelle de la biodiversité. Alors, cette vision moderniste des ressources génétiques, on ne peut pas ne pas la rapprocher de l'analyse qui a été faite par le philosophe Martin Heidegger de l'essence de la technique dans sa conférence sur la question de la technique en 1954. Il nous dit
que le problème, ce n'est pas l'usage qu'on fait de la technique, mais c'est la manière de se représenter le monde que la technique moderne instaure. Il s'agit pour lui, je cite, d'une nouvelle manière d'être, d'une nouvelle manière pour l'être d'apparaître à l'homme comme utilisable, disponible, donc comme un fonds, en allemand Bestand, une ressource à mobiliser. Pour lui, je cite encore, je suis désolé, c'est pas sur la diapositive, la technique moderne est une provocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse, comme telle, être extraite et accumulée. Alors j'aime bien cette idée d'accumuler aussi, parce qu'effectivement, l'intérêt de concevoir la biodiversité cultivée comme ressource, c'est que ça et de se focaliser sur les entités, et donc de prélever des éléments qu'on va pouvoir stocker à l'extérieur, c'est qu'on fabrique les mobiles immutables de la tour. C'est cette possibilité d'extraire du monde des objets qui sont coupés de leurs attachements écologiques et culturels locaux pour pouvoir être stockés, accumulés, recomposés dans l'espace confiné du laboratoire. Et Heidegger, dans sa critique de ce type de rapport à la nature, utilise la métaphore du gisement d'énergie fossile, qui était justement celle de Cerebrowski et Vavilov, et il utilise aussi le terme de fond, de Bestand, qu'on retrouvait dans l'expression de Génofonde, et il nous dit, là c'est la citation sur la diapositive, le dévoilement qui régit la technique moderne est une provocation par laquelle la nature est mise en demeure de... Ah ben pardon, je vous l'ai déjà lu. Et il nous dit après, une région est provoquée à l'extraction de charbon et de minerais, l'écorce terrestre se dévoile aujourd'hui comme bassin houillé, le sol comme entrepôt de minerais. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour lui, il y a une différence entre l'idée de provocation, ou ce qu'un autre philosophe allemand plus contemporain, Peter Sloterdijk, va appeler mobilisation, et la notion de production et de poiesis. Alors je suis désolé, je pense que je me suis trompé dans les diapositives. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une opposition entre la technique moderne et sa vision ressourciste comme provocation de la nature et ce que pourrait être un autre rapport à la nature qui serait un rapport de poiesis, et notamment, peut-être avec des accents un peu passéistes, il nous parle du travail des paysans qui ne provoque pas la terre cultivable, mais qui sème le grain, confie la semence aux forces de croissance et veille à ce qu'elle prospère. Alors, il y a donc un autre philosophe, Peter Sloterdijk, qui, dans La mobilisation infinie, a poursuivi la réflexion de Heidegger et qui éclaire aussi notre sujet. Il voit dans la représentation de la nature comme fond, comme ressource, je cite, « rétrécissement de la nature à la fonction résiduelle du non encore mobilisé ». Avec la crise écologique planétaire actuelle, Sloterdijk nous dit, je cite, « ce qui a été la scène devient le théâtre des événements, ce qui était là comme matière première apparaît comme produit ». Et donc on passe d'une biodiversité ressource à une biodiversité produit. On se rapproche de questions sur la production anthropique de cette diversité. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il caractérise finalement la vision ressourciste de la nature comme un nihilisme cinétique et la modernité comme une utopie cinétique. Il nous dit que finalement, c'est une conception dans laquelle l'homme considère que la nature est totalement inerte et ne peut se mouvoir que ce que l'homme a décidé qu'il devait se mouvoir. Une sorte de négation de la capacité propre de mouvement de la nature. Avec cette citation rouge, la totalité du monde doit devenir l'exécution du projet que nous avons pour lui, le même nihilisme cinétique qui conçoit l'étang comme source d'énergie et comme chantier et comme rien d'autre. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'est la vision des ressources génétiques, où on refuse, on n'attribue pas de dynamisme
à ces ressources génétiques, on les considère comme des éléments statiques, et le dynamisme ne vient que du génie de l'innovateur, le sélectionneur qui va faire des croisements et qui seul va être capable de franchir les barrières d'espèces, de faire de la nouveauté, mais on ne considère pas la diversité de variétés anciennes qui se trouvent dans les paysages comme quelque chose qui est en devenir. On le considère comme quelque chose de statique. Et donc, c'est une sorte de coupure moderniste qui va séparer la nature de la technique. Il y a une espèce de coupure radicale entre les land races, les variétés anciennes, et les variétés modernes dans le discours du modernisme génétique de ce milieu du XXe siècle. Type de coupure qui est aujourd'hui battu en brèche par toute une série d'études, notamment avec l'arrivée des OGM et puis des marqueurs. On a pu observer les flux de gènes à grande distance d'une variété à l'autre, d'une espèce à l'autre, sur des dizaines de kilomètres. On a toute une série d'exemples aujourd'hui. Les évolutionnistes pensent l'évolution non plus comme un arbre, mais comme un réseau. Et donc on a des circulations qui n'avaient pas été imaginées par nos généticiens du milieu du XXe siècle et leur grande coupure entre la nature et la technique. Deuxième grande coupure qui est associée à cette idée de ressources génétiques, une coupure nature-culture, c'est l'idée que les variétés de pays sont les produits de la sélection naturelle, d'un mécanisme d'évolution darwinienne, mais dans tous ces textes, y compris celui de la FAO de 1967, on a une négation de la production anthropique de cette diversité par les communautés paysannes qui sont situées dans des environnements différents, qui ont des préférences différentes, qui ont des pratiques agronomiques différentes, qui ont des savoirs sur les semences et des systèmes d'échange on sait maintenant par des travaux de ces dernières décennies, qui a construit cette diversité cultivée aujourd'hui. Et là encore, ça mène à la notion de diversité comme stock versus diversité comme production, cette idée de poiesis qu'on retrouvait chez Heidegger, où aujourd'hui, dans nos représentations de la biodiversité, on reconnaît que cette biodiversité cultivée, et y compris une partie de la biodiversité sauvage, notamment en Amazonie, est le produit de l'intelligence collective humaine. Et il y a un retour des paysans dans la compréhension de la diversité cultivée, dans les textes internationaux, avec l'idée de bioculturel, qui est très importante. Et puis, on n'a plus une vision statique, mais on commence à réenvisager la diversité cultivée dans les paysages comme quelque chose en devenir qui est façonné, qui n'est pas uniquement valide comme une ressource dans laquelle on puise pour faire de l'innovation, mais qui en soi est porteur de potentiel évolutif, notamment d'adaptation au changement climatique, qui est une préoccupation mondiale actuelle. Donc voilà cette idée que je trouve intéressante entre fond, Bestand d'un côté, et de l'autre, production, poiesis, dans la conception plus contemporaine d'aujourd'hui. Alors, avec cette conception de biodiversité comme ressource génétique, comme stock, du coup, on a été dans un modèle qu'on pourrait qualifier de fordiste, avec une gestion sectorielle de la biodiversité cultivée, contrôlée par les pouvoirs publics et par les professionnels des semences, et une séparation fonctionnelle entre conservation et utilisation de la diversité. Alors on peut représenter ça comme ça, vous aviez en haut les banques de graines, au milieu les sélectionneurs, un peu plus bas j'aurais pu rajouter un étage qui sont les multiplicateurs, et puis en bas des agriculteurs qui sont de simples utilisateurs et qui dans les pays développés où les systèmes semenciers sont les plus marchands et les plus industrialisés, il n'y a plus d'échange de semences entre agriculteurs, et on est donc dans un cul-de-sac évolutif. Et tout ça, ça ressemble tout à fait à la façon dont la biologie du milieu du XXe siècle se représente le vivant, avec le dogme central de la biologie moléculaire, l'ADN qui envoie de l'information via l'ARN pour produire des protéines, mais on n'imagine pas à l'époque qu'il y a un feedback et un retour d'information vers l'ADN. On a un modèle linéaire descendant de transmission de l'information, qui est d'une certaine façon fordiste. Alors que dans les représentations
contemporaine. Ici, c'est une simplification des réseaux d'échange de semences qu'on a étudié avec Élise de Meulener dans le réseau Semences Paysannes en France. On est dans une situation où, post-Fordiste, si vous voulez, où les paysans se remettent à assurer simultanément des fonctions de production agricole, évidemment, mais aussi de reproduction, de sélection et de conservation. Alors, je voulais simplement, je crois que c'est fini, voilà ça. Je voulais simplement, je ne vais pas développer les deux derniers points, simplement peut-être rebondir, j'ai le temps là, c'est bon, je vais finir avant la fin. Rebondir sur le débat de ce matin sur l'apartheid conceptuel, les ethnosciences, etc. C'est vrai que nous, en tant que chercheurs, on est dans un idéal de dévoilement. Et c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous rend curieux, on cherche à découvrir ce qui n'est pas connu, et c'est ce qui nous donne le plaisir à faire de la recherche, et donc de mettre à jour, y compris lorsqu'on pense que c'est pour bien faire, les rationalités des savoirs locaux, des savoirs indigènes, et que, ce faisant, nous fabriquons des savoirs qui codifient ces pratiques et ces savoirs locaux, et qui leur permettent de circuler dans des espaces savants, institutionnels, juridiques, qui n'étaient pas leurs espaces au départ. Ce qui amène à des représentations de type bien public mondial, dont Marie-Angèle nous a parlé ce matin, et qui sont aussi porteurs d'éventuels, ce sont des pénétrations cognitives qui sont porteurs de dangers, d'asymétrie de savoirs potentiels, d'assimilation des savoirs locaux par un savoir académique, scientifique dominant. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'un certain nombre d'acteurs des mouvements de conservation à la ferme, paysans, indigènes, revendiquent une certaine opacité et donc résistent à cette entreprise de pénétration cognitive dont nous sommes nous-mêmes les acteurs, soit en tant que biologistes, soit en tant que sciences sociales. Et cette opacité, elle a été aussi formalisée ou pensée par le poète Édouard Glissant, que j'aime beaucoup, qui est un poète antillais, qui a pensé le multiculturalisme et qui, dans son traité du tout monde ou dans sa philosophie de la relation, et qui est aussi pour moi indirectement un penseur de la biodiversité, et qui dit dans le traité du tout monde: « Je réclame pour tous le droit à l'opacité qui n'est pas leur enfermement. Droit à l'opacité par où se préserverait au mieux le divers. » Là, je pense que ça renvoie à cette idée peut-être, et il va y avoir des débats sur les aspects juridiques de la chose, de ne pas concevoir la biodiversité cultivée comme un bien public mondial, un patrimoine commun de l'humanité, mais de le voir comme une diversité, comme un archipel, dirait Édouard Glissant, de biens communs locaux qui n'ont pas nécessairement à être dans un rapport de commensurabilité et de transparence absolue les uns avec les autres. Si on veut justement maintenir cette diversité, il faut qu'il y ait un minimum de barrières dans la circulation entre ces archipels. On peut relier ça avec des théories en génétique des populations. Il faut qu'il y ait de la migration dans un archipel, mais si on mélange tout dans un seul pool génétique, les échanges sont tellement fréquents qu'on a une homogénéisation. Et donc, si on transpose ça peut-être dans une pensée plutôt des sciences humaines et sociales, il me semble que ces barrières à la migration, c'est quelque chose de l'ordre de l'opacité et de ce qui peut résister à la pénétration cognitive et permettre à une diversité de savoirs locaux d'exister dans une sorte de pluralisme cognitif. Merci.